Les amis, je n'arrive toujours pas à y croire, Leclerc partira en pole position au Grand Prix de Hongrie. Il a réalisé un temps incroyable en 1:15.372, se plaçant devant les deux McLaren. Lui-même a dit « Je ne sais pas comment c'est possible que je sois en pole ». Il a fait un temps incroyable et Piastri comme Norris l'ont reconnu aussi. Ce chrono de Leclerc, il l'a surtout signé grâce à son talent. On sait à quel point Charles est fort en qualification et aujourd'hui, à mon avis, il a réalisé l'une de ses meilleures qualifs de tous les temps, peut-être même la meilleure, si l'on considère la voiture qu'il pilote et ses rivaux, c'est-à-dire les McLaren, qui sont bien plus rapides, surtout sur un circuit comme la Hongrie. Allons voir tout ça ensemble. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner, d'activer les notifications et de laisser un like pour soutenir les vidéos qui sortent ici sur la chaîne. On va analyser chaque session, on va décortiquer les temps, on va aussi écouter les réactions après les sessions, dans ce cas après la qualif, et bien sûr, on va comparer les différents pilotes. Ceci étant dit, commençons tout de suite en regardant d'abord le classement, qui voit Leclerc en pole position en 1:15.372, Piastri en deuxième position en 1:15.398, Norris troisième. Donc Piastri est aussi arrivé très près de Leclerc, et même Norris, si on considère 26 millièmes et 41 millièmes, c'est rien du tout. Ensuite, Russell est quatrième à 53 millièmes, Alonso cinquième, Stroll sixième. Regardez les écarts, comme ils sont serrés. Les deux McLaren sont sous les 50 millièmes, Russell aussi à 50 millièmes, Alonso à un dixième, Stroll à un dixième. Bortoleto est un peu plus loin à 30, puis Verstappen 8e, un peu la déception, la Red Bull aujourd'hui, je ne sais pas, dans le 10e. On parlera aussi d'Hamilton après, 12e évidemment, il faut commenter la déception du pilote britannique et aussi ses mots à la radio de l'équipe. Mais d'abord, je vous fais remarquer les meilleurs secteurs, qui sont tous à Piastri, 27.3, 26.3, 21.0, alors que Leclerc n'a pas fait les meilleurs secteurs mais a réussi à tout assembler pour faire le meilleur temps à la fin. D'ailleurs, on va tout voir maintenant, on va aussi regarder les temps de Leclerc. Mais les gars, donnez une médaille à ce gars parce qu'il a fait un tour incroyable, un jour où Ferrari a failli sortir en Q1, en Q2. On a vu aussi qu'il y a eu un peu de pluie, il y a eu des situations où Ferrari a failli sortir dès la Q1 ou la Q2, et finalement c'est Hamilton qui est sorti, donc ils ont pris de gros risques. Dans une situation pareille, Leclerc a réussi à amener l'équipe en pole position. Sur un circuit où, même hier, Ferrari était la deuxième force, mais prendre la pole semblait impensable avec cette McLaren qui volait, surtout sur le rythme de course, mais même en qualif, ce deuxième secteur semblait intouchable. Pourtant, Charles a fait de la magie. Il a clairement fait de la magie dans la gestion thermique des pneus, réussissant à ne pas trop les chauffer dans les premiers et deuxièmes secteurs, en gardant une température un peu plus basse dans le troisième secteur, et ça, c'est un avantage que Leclerc a su exploiter. Évidemment, autre chose, il a aussi été très malin en Q2 en sortant tout de suite pour faire son temps, évitant ainsi le trafic. Donc Leclerc a été très intelligent aujourd'hui, il a compris ce dont la voiture avait besoin pour bien chauffer les pneus lors du tour de préparation avant le tour de qualif, et il a tout mis en place en Q2 pour ensuite être performant en Q3. D'ailleurs, son tour de préparation a été l'arme gagnante pour décrocher cette pole position. Regardons aussi les différents temps, mais avant, écoutons la réaction de Leclerc, je veux vous la faire entendre, le team radio de Charles. Bon, là, on voit aussi sa célébration, il faut qu'on la regarde ensemble. Voilà Charles qui célèbre la pole, mamma mia, qu'est-ce qu'il nous a fait vibrer, les gars, j'y crois à peine. En plus, c'est arrivé très tôt, car il a été l'un des premiers à se lancer, puis on a vu les autres pilotes arriver, mais ni Piastri, ni Norris, ni même Russell ou Verstappen ne se sont améliorés, donc au final, cette pole a été confirmée. Écoutons aussi le team Radio 2.
de Leclerc. Les temps parce que c'est très intéressant, écoutons Leclerc. Lui non plus ne croyait pas pouvoir faire ce chrono en pole, et même Brian Bosey dit « Mais d'où sort ce temps? Comment as-tu fait pour le réaliser ?» Et c'est un peu ça, le talent de Charles, qui très souvent ne sait même pas lui-même à quel point il est talentueux, à quel point il arrive à aller aussi vite et à tout mettre ensemble pour faire le temps. C'est presque naturel, il a ça en lui, tu vois, ce n'est pas quelque chose qu'il peut expliquer avec des mots. Et dans ce cas, Leclerc a encore une fois démontré son talent en qualification, à quel point il arrive à aller vite, et il a fait un tour magistral. Je vais aussi vous montrer le résumé des temps pour voir à quel point Leclerc a fait la différence par rapport aux autres pilotes. Si vous regardez, en Q3, voici les temps de la Q3, on voit qu'il a fait un 16.6 lors de sa première tentative, puis il a fait un 15.3, donc il a vraiment énormément baissé son temps. D'ailleurs, si on regarde Norris par exemple, il a fait un 15.4, un 15.4, puis encore un 15.4, donc il ne s'est pas amélioré, ou alors de quelques millièmes. Même Piastri a fait un 15.3 puis un 15.5, il a même régressé. Vous comprenez que McLaren a fait une bonne première tentative en Q3, mais ensuite ils ne se sont pas améliorés. Leclerc, lui, a fait une première tentative très lente, si on veut, ce 1, 16.6 n'était pas un super temps, et pourtant après il a réussi à s'améliorer et à faire un 1, 15.3 incroyable. Donc un temps incroyable. D'ailleurs, en Q2, il avait déjà fait un 1, 15.4, donc ça montre qu'il y avait le rythme pour faire un bon tour, mais vous voyez la courbe de progression, elle est assez linéaire, 1, 15.4, 1, 15.3. Tandis que si on regarde Norris, au final il est resté sur un 1, 15.4, on attendait un peu plus de McLaren, sûrement, aussi parce que Piastri, si on regarde, a fait un 15.1. Norris a fait un 1, 15.0. Ils avaient le potentiel pour faire un meilleur tour. Ils ont fait un 14.8, un 14.9. Il y avait le potentiel pour faire un meilleur tour pour McLaren. Mais ils n'ont pas réussi à tout mettre ensemble, donc ils n'ont pas réussi à faire le bon tour. Si vous voulez, on peut aussi commenter les temps en général, parce que je veux aussi commenter les points positifs de cette qualification, parce qu'on a vu un énorme recel en 4e position, une Mercedes qui s'est nettement améliorée avec le retour à l'ancienne suspension arrière, elle est redevenue plus constante et aussi plus rapide en qualif, il faudra mieux l'évaluer en course. L'Aston Martin 5e avec Alonso, sans contrôle, Alonso a fait une qualif incroyable. Hier encore, il semblait malade et il était aussi relégué derrière en FP1, enfin, parce qu'il a même raté la FP1. En FP2, il était un peu en retrait, puis il a réussi à faire des pas en avant. Et bien aujourd'hui, il s'est confirmé devant, même Alonso, avec aussi Stroll et Bortoleto 7e, qui a fait une qualif incroyable aussi par rapport à Hülkenberg, 19e, il a fait une différence énorme. Les rookies chez Sauber, on a aussi vu une très bonne qualif malgré tout de Carta Pinto, qui s'est mis devant Gasly, qui est resté exclu. Carta Pinto 14e, Gasly 17e. Tandis que les points négatifs de cette journée, si on veut, ce sont Verstappen et Hamilton, Antonelli. Verstappen 8e, il a sûrement fait le maximum avec sa Red Bull, il ne pouvait pas faire plus, et on l'a vu, il est arrivé à 3 dixièmes de Leclerc, ce qui n'est pas tant que ça, mais avec des écarts aussi serrés, la Red Bull ne pouvait pas faire plus, elle ne s'est pas améliorée aujourd'hui, donc c'était le maximum pour Verstappen. Il a peu de feeling avec l'avant, ça s'est vu, aussi Lawson 9e, 10e, et ça donne la dimension chez Red Bull, car Verstappen a fait à peine un dixième de mieux que les deux autres coéquipiers de Racing Bull. Et puis, par exemple, Sargent 16e, donc beaucoup plus loin, mais de Verstappen on attend toujours plus, donc 8e, ça déçoit un peu. Et puis Hamilton, les gars, parlons du cas Hamilton, parce qu'on a aussi entendu le team radio, Every time, dit par Hamilton, qui pouvait faire référence à plusieurs choses. Every time pouvait faire référence au fait qu'il est sorti un peu tard en Q2 et donc il n'a pas eu le temps de bien chauffer les pneus pour faire une bonne tentative, mais selon moi, ça fait plus référence au fait que chaque fois, il a de la malchance, parce que dans ce cas,
Hamilton est resté exclu pour quelques millièmes. Ici, je ne sais pas si c'est indiqué, oui, il a fait un 15.7 alors que le temps de Bortoleto était un 15.6 et si je ne me trompe pas, il y avait Bortoleto devant qui s'est qualifié à la 11e position pour quelques millièmes, donc vraiment pas de chance pour Hamilton qui est resté exclu de très peu. Mais bon sang, ton coéquipier arrive en pole et toi tu restes exclu 12e, tu comprends que la responsabilité est sûrement sur Hamilton. Un circuit où il a gagné tant de fois, un circuit qu'il aime beaucoup, il a même décroché la dernière pole en 2023. Bref, c'est un circuit où Hamilton a toujours été fort en Hongrie. Rester exclu en Q2 avec cette Ferrari qui, au final, que tu le veuilles ou non, t'amène en pole, ça laisse un peu un goût amer, sûrement pour Hamilton, qui encore une fois devra remonter de l'arrière. Donc, écoutons aussi un peu le team radio de Hamilton à la fin. Pour la première fois ici au Hungaroring, il est éliminé en Q2. Oui, il n'a pas l'air d'être dans son assiette, tu sais, on en a parlé même au début de la Q1, non. Lewis allait être sous pression et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, on a entendu ce message radio disant que tu es éliminé et que c'est la 13e place en plus. Ce n'est même pas la 11e. À chaque fois. Ceci est le team radio à chaque fois de Lewis et comme on le voit aussi sur le graphique, je vous le montre en ce moment. On voit qu'il a été éliminé pour 15 millièmes, 13 millièmes dans ce cas, Berman 12 millièmes, Antonelli 11 millièmes et puis Bortoleto s'était qualifié. Vraiment pour un rien, il est resté exclu et donc à chaque fois, il a cette malchance, Hamilton reste éliminé comme ça. Mais à peu, les gars, c'est aussi Hamilton qui n'arrive pas à maximiser le potentiel de la Ferrari. Évidemment, c'est un septuple champion du monde, il mérite le respect et il est très rapide. Mais en ce moment, Charles arrive à mieux comprendre la voiture, sûrement aussi parce qu'il a contribué au développement de la monoplace. Il a sûrement eu aussi quelques composants avant Hamilton qu'il a pu tester. Et donc, Leclerc a cet avantage dans la gestion des évolutions. Mais d'Hamilton, on attend une réaction d'un septuple champion du monde. Elle doit arriver, pas seulement en course, parce qu'à Spa, il a eu un peu la même situation. C'était un peu la même chose, éliminé en Q1 puis il a remonté. Mais on veut un Hamilton performant aussi en qualification, pas seulement en course. Sinon, oui, il ramène des points parce qu'il arrive à remonter, mais il n'arrive pas à maximiser le potentiel de la monoplace en partant d'aussi loin. Donc je m'attendais à le voir plus devant, je vous montre aussi les écarts. Il a passé plusieurs pole positions faites en Hongrie. On voit 0,026 millième pour la pole de Leclerc en 2025, 0,022 millième celle de 2024, puis 3 millièmes celle de 2023 et 44 millièmes celle de 2022. Bref, vous voyez, les écarts sont minimes en Hongrie, c'est toujours un circuit où les écarts sont très serrés. Et donc, chaque petite erreur se paie aussi en piste et comme position finale au classement. Je vous montre aussi la citation et les déclarations d'après-qualif de Leclerc. Aujourd'hui, je n'ai rien compris à la Formule 1. Probablement, c'est ma meilleure pole position de tous les temps, a déclaré Leclerc, très surpris de cette pole. Parce que c'est une pole que personne n'attendait, même pas lui. Et donc, il a vraiment fait la différence là-dessus, comme pilote, Leclerc a fait une différence incroyable dans sa conduite. Je vous fais aussi écouter les déclarations d'Hamilton après les qualifs, parce qu'elles sont très intéressantes, puis on va analyser. Écoutez les gars, il a dit « Je suis inutile ». Hamilton, je vous montre aussi le visage avec lequel il l'a dit, parce qu'il faut aussi commenter ensemble cette expression d'Hamilton. Regardez ici, c'est Lewis pendant qu'il dit qu'il est inutile. Il le déclare au micro de la Formule 1. Je suis inutile, on n'a rien changé depuis hier dans les réglages et il faut changer les réglages. Après, évidemment, le changement dont on a parlé lors des essais libres 2, mais depuis les essais libres 2, ils n'ont rien changé. Donc, je suis inutile. J'ai conduit de façon terrible, a-t-il dit. Et donc, il a mis, entre guillemets,
la défaite sur le compte de son coéquipier. Il se sent vraiment coupable vis-à-vis de Ferrari de ne pas avoir tiré le maximum de la voiture. Et donc, il faut reconnaître qu'Hamilton est un pilote qui assume ses torts. Mais, et c'est très important, il faut aussi une réaction. Donc, on attend une réaction de Lewis. Regardez ici, ce visage-là, il est vraiment abattu. C'est dur de voir Lewis comme ça, évidemment c'est triste de le voir derrière, que ce soit en termes de position, mais aussi abattu au micro des interviews. Donc, voyons s'il arrivera à se rattraper demain. J'espère que oui, évidemment la piste devrait être plus difficile pour dépasser Spa, mais on attend quelque chose de plus en qualif de la part d'Hamilton. Il doit être plus rapide sur le tour lancé, parce qu'en course, on sait qu'il fait des rythmes incroyables, Hamilton gère bien les pneus, mais il doit aller plus vite en qualif. Donc, c'est vraiment triste de le voir aussi abattu. Et de l'autre côté, on a un Leclerc qui a fait un tour incroyable. Je vous montre aussi quelques parties du tour, parce qu'il faut les commenter. Voici le tour de Leclerc, allons-y. En partant du virage 1, on voit ici comment il arrive à garder cette trajectoire un peu plus large, il resserre, mais il arrive à faire une bonne trajectoire en sortant du virage, sans trop exploiter le vibreur qui ne sert à rien au virage 1. En avançant vers le virage 2, on voit comment il prend une trajectoire très large et donc il arrive à garder beaucoup de vitesse de passage, il fait un peu plus de mètres mais il garde quand même une bonne vitesse. Donc, il va très vite. Virage 4, poids difficile, regardez ici, la stabilité tient, la SF25 reste stable. Mais la vraie différence, il l'a fait ici. Regardez à quel point il va près du vibreur dans ce cas, et là il garde une bonne trajectoire. Je vous montre à la sortie comment la voiture le suit, le volant, vous voyez qu'il n'a même pas eu à corriger. Ici, il a réussi à garder beaucoup de grippe latérale, et c'était fondamental. La chicane, un des points les plus faibles de la Ferrari SF25 en Hongrie, voyons comment Leclerc l'aborde. Il sacrifie un peu le premier vibreur, il ne le prend pas trop pour pouvoir attaquer le second. Regardez à quel point il prend le deuxième vibreur à la chicane, à quel point il monte même sur la partie orange. Et là, il a fait la différence en exploitant chaque limite de la piste, et c'est très important. Il n'est pas allé au-delà des limites, donc ça aussi c'était à considérer, parce que j'ai déjà eu un peu peur à ce sujet, mais Charlie a été excellent là-dessus. Là, on arrive à la danse des virages gauche-droite, très important d'avoir un bon équilibre de la voiture dans ces virages. Vous voyez que Leclerc arrive, il ne savait pas tout, à garder le rythme dans ses virages. Je vous fais remarquer ici comment il exploite bien la partie extérieure du vibreur, qui lui donne plus de grip, parce que cette partie extérieure, si tu mets les roues dessus, elle te donne du grip et tu peux accélérer sans problème. Si tu prends le vibreur rouge et blanc, tu perds un peu de grip, parce que ce n'est pas aussi lisse que la partie extérieure qui, elle, te donne plus de grip. Bref, on continue. Ici aussi, il arrive à s'approcher du vibreur, là aussi il fait une différence très importante, et là il ne perd pas le contrôle. Mais on arrive à la partie la plus importante, qui est évidemment le dernier secteur. Le dernier secteur où Ferrari a toujours eu du mal ici en Hongrie, et surtout cette année, ils ont beaucoup souffert dans les deux derniers virages. Voyons ensemble comment Charles les aborde. Ici, il s'approche assez, il ne prend pas le vibreur parce qu'il veut bien exploiter la vitesse de passage, il exploite aussi ici la partie extérieure du vibreur. Mais on arrive à l'ultra haut, là on a aussi une voiture devant, c'est quoi? Une Mercedes. Peut-être une Aston Martin. Oui, il me semble que c'est une Aston Martin. Ici, il exploite bien le vibreur extérieur pour avoir, disons, plus d'ouverture à l'entrée. Il suit sa monoplace de façon parfaite, c'est une trajectoire qui n'est ni trop large, ni trop serrée, je dirais. Regardez aussi l'angle du volant, quand même très prononcé. C'est un peu une conduite à la Verstappen, dans le sens où tu vas avoir du survirage, donc tu augmentes l'angle de braquage à l'entrée et dans la première partie du virage, puis tu le diminues en perdant du grip à la sortie. En fait, vous voyez ici comment il arrive quand même à la gérer. Il perd un peu le contrôle de la monoplace,
mais il garde l'accélérateur enfoncé et il arrive exactement au bon endroit, sur cette ligne grise qu'il parvient à prendre sur tout le tour, sur chaque partie extérieure du vibreur, qui donne beaucoup de grip. Donc ici aussi, vous voyez, dès qu'il la touche, la voiture retrouve du grip et il arrive à reprendre de la vitesse. Et ça, c'est un point clé. On continue avec le dernier virage, qui est peut-être le plus important de tout le circuit. Il va un peu plus large, il arrive à reprendre, il va un peu plus large puis reprend une trajectoire plus serrée en courbe. Vous voyez qu'ici, il resserre la trajectoire à ce point-là. Là aussi, il redonne un peu de volant, mais ici la voiture tient. Il arrive à garder la voiture sans modifier, sans faire trop de corrections à la sortie. Je vous remontre ici, voyez comme il garde la voiture, il garde du grip latéral, c'est fondamental. Ce que McLaren a fait jusqu'à présent, il donne juste une impulsion de volant ici, qu'il reprend légèrement, puis il arrive à sortir et à reprendre cette ligne grise extérieure qui lui donne du grip. Donc cette constance de Leclerc, il arrive à exploiter chaque recoin de la piste, les lignes extérieures, la partie du vibreur, aller sur le vibreur orange quand il faut, exploiter la partie grise extérieure, diminuer l'angle de braquage à la sortie quand on commence à perdre du grip pour éviter de perdre le contrôle de la monoplace. Eh bien, c'est l'un des plus grands avantages de Charles sur le tour lancé, et il nous l'a encore prouvé aujourd'hui. Donc, vraiment impressionnant. Et maintenant, je vais vous montrer, aussi le tour d'Alonso, il a fait un tour incroyable, spectaculaire. Il faut aussi féliciter Alonso pour ce qu'il a fait. Tandis que, si on regarde par exemple Verstappen, je vous montre juste pour vous donner un exemple, combien Verstappen, ici dans la partie centrale, à la chicane et plus loin, attendez. Ici il va à l'intérieur, là il va à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'arrive vraiment pas à piloter sa monoplace, il n'y arrive pas, il n'arrive même pas à prendre les vibreurs, bref, il n'arrive pas à contrôler l'arrière, c'est le principal problème de Max. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire sur les qualifications d'aujourd'hui. Évidemment, demain, la McLaren reste favorite pour la victoire parce que le rythme de course a été bon. Pour Leclerc, je dois dire, si on revoit ensemble celui des FP2, allez, je vous le remontre vite fait parce que c'est important, ça nous montre pourquoi il a eu un rythme de course très intéressant lors des FP2. Et voyons si j'arrive à le retrouver, sinon je vous le dis à l'oral. Il a tourné, je vous le dis à l'oral, comme ça je vais plus vite. Il a tourné, en gros, sur des temps autour de 1,21 haut, 1,22 bas avec des pneus médiums en faisant 10 tours. Il était dans le rythme de la McLaren, même si la McLaren tourne déjà quelques dixièmes plus vite. Mais il pourra se battre. Leclerc continue très fort, partir devant, surtout parce qu'il est difficile de dépasser en Hongrie. À mon avis, Charles peut faire une bonne course. Je le mets en lutte pour la victoire. C'est difficile de se prononcer, mais j'ai envie de croire que Charles peut gagner en Hongrie. Aussi parce que l'objectif des deux McLaren, ce n'est pas tant de gagner, maintenant ils visent surtout le championnat du monde. La victoire ne les intéresse même pas, ce qui compte c'est d'arriver l'un devant l'autre. Je pense que Leclerc peut gagner, deuxième Piastri, troisième Norris. Voilà mon pronostic. Dites-moi aussi vos avis dans les commentaires, je suis curieux de vous lire, je réponds à tout le monde comme toujours. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Ici sur la chaîne, chaque jour on traite toutes les actus sur Ferrari et la Formule 1. Ici depuis le studio, on se retrouve pour une prochaine vidéo.